Salut, c'est la voix off. Juste avant de commencer, j'avais 2-3 trucs à vous dire. Premièrement, désolé pour le retard, j'ai beaucoup de retard pour cette vidéo car j'ai eu beaucoup de problèmes techniques. Deuxièmement, désolé pour le son, ça doit pas être parfait, mais pareil, désolé pour ça. Je peux pas faire autrement pour le moment. Faudra vous contenter de ça pendant les premières vidéos, je suis désolé encore une fois. Et sur ce, je vous laisse, bonne vidéo, à plus. À faire tout noir. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la pêche au requin, voir par exemple comment elle se déroule. On va aussi parler des requins, essayer de mieux comprendre ce super ordre, ainsi que les menaces qui pèsent dessus. On va aussi parler d'impact environnemental, de taux de rebond et même de dugong. Si avec ça je vous donne pas envie de regarder la vidéo jusqu'au bout, faudra me dire ce que je dois faire. Aujourd'hui je vais vous présenter mon enquête sur la pêche des Selachimorpha et le déclin de leur population. Aujourd'hui vous êtes dans le tout premier épisode de The Big Enquête. Pour parler de la pêche au requin, il faut d'abord savoir en gros ce que c'est. Voici donc une petite séquence dans laquelle je vais tenter de vous expliquer le plus clairement, rapidement, simplement et objectivement possible le déroulement de cette pratique. La pêche au requin consiste à pêcher des requins. Le plus souvent à la palangre, c'est-à-dire avec une sorte de grande ligne soutenue par des bouées et d'où pendent tous les mètres environ des lignes verticales terminées par un son où vont venir s'accrocher les espèces voulues. Et ça peut aussi se faire au filet ou à la scène, c'est-à-dire en encerclant en quelque sorte les poissons avec le filet et en enfilant au bateau. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. C'est cette étape franchie que soit le gros poisson est hissé sur le bateau, soit laissé dans la cale. S'il est hissé sur le bateau, alors on a probablement affaire au shark finning. Souvent, pour éviter que le requin ne blesse les pêcheurs, ce dernier recevra des coups de couteau, puis une personne présente sur le bateau va découper la nageoire dorsale, les nageoires pectorales et la partie inférieure de la nageoire caudale, qui sont les parties les plus précieuses chez un requin, et ce n'est que dans certains cas que la seconde nageoire dorsale, la haute partie de la nageoire caudale et les nageoires ventrales sont coupées. Pour les pêcheurs ont été coupés, le corps du requin est rejeté en mer. La raison pour laquelle les pêcheurs rejettent souvent le corps du requin ainsi que les autres ailerons qu'ils pourraient vendre est toute simple. Ce n'est qu'une question d'espace et de rentabilité. Bah oui, si les pêcheurs ne prennent que les parties les plus précieuses chez un requin, ils vont pouvoir remplir leur bateau uniquement de ces parties précieuses et donc le remplir beaucoup, ce qui va leur apporter beaucoup d'argent. Alors que s'ils gardent les parties moins précieuses, ces parties moins précieuses elles vont prendre de la place sur le bateau, logique, ce qui fait que les pêcheurs vont devoir se contenter que de peu de prises qui vont au final rapporter moins. Vous devez vous douter par rapport à ce que j'ai dit juste avant que le shark finning n'est pas la seule forme de pêche aux ailerons de requin. Et en effet, il y a une autre forme où le requin, une fois pêché, est ramené à terre et ses ailerons découpés sur terre également. Et dans ce cas-là, la définition du shark finning ne s'applique pas à cette pratique. On reviendra sur cette définition un peu plus tard dans la vidéo. Donc, pour ceux dans le fond de la classe qui ont peur de ne pas retenir, pour le reste de la vidéo, on va appeler shark finning le fait de couper les nageoires d'un requin à bord d'un navire et de rejeter le reste de la carcasse en mer. Et pêche aux ailerons, l'ensemble des pratiques qui consistent à retirer les ailerons d'un requin, que ce soit en mer et ou donc dans ce cas-là on parle de shark finning, ou sur terre et dans ce cas-là on va parler de découpe d'ailerons. Voilà. J'espère que c'est assez clair pour vous parce qu'il va falloir faire la différence pas mal de fois tout au long de la vidéo. Si c'est pas clair, regardez les séquences juste avant et vous comprendrez. Il aurait fallu que je vous dise que la pêche aux ailerons de requin n'est pas la seule forme de pêche aux requins. Mais étant donné que c'est presque impossible de trouver des infos fiables sur la pêche aux requins en général autre que pêche aux ailerons de requin, je suis parti du principe que cette pêche elle est minoritaire et que du coup en parler serait un peu redondant et un peu long pour cette séquence. Mais en fait non. Il se trouve qu'en pensant que les formes de pêche au requin en général, autres que pêche aux ailerons, étaient minoritaires, je me suis complètement trompé. Car en effet, même si, comme je le disais, c'est très compliqué de trouver des infos sur la pêche au requin en général, autre que pêche aux ailerons, eh bien elle existe et elle est clairement trop importante pour être oubliée. Mais dans cette vidéo, on va pas trop en parler, vous comprendrez pourquoi à la fin. Ok, maintenant que vous en savez un peu plus sur le sujet de la vidéo, on va pouvoir parler de ce que vous attendiez tous, les ananas. Merde, c'était pas ça. Bon bref, maintenant on va pouvoir se concentrer sur l'essentiel. La question qu'on doit se poser quand on entend ça, pêcher des requins, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ou est-ce qu'on s'en tape? Je m'en bats les couilles! Merci Mister V. Et pour répondre, on va commencer par aborder la question d'un point de vue environnemental. Ça va nous donner une bonne piste pour répondre totalement à la question. Voici un graphique que j'ai réalisé dans un élan de fougue scientifique et professionnel qui m'a traversé lors de l'écriture de cette vidéo.
Mais remerciez pas, c'est tout naturel. Voilà, donc en notice les années, on a ordonné les quantités de requins pêchés en tonnes. Je laisse à ceux qui veulent le soin de faire pause et je profite de ce moment pour vous dire que si vous voulez, vous pouvez aller sur le site FIGIS, F-I-G-I-S, de la FAO et sélectionner vous-même les dates et espèces dont vous voulez connaître les quantités de pêche ou même juste vérifier par vous-même les chiffres que je fournis dans cette vidéo. Et là on fait une transition, bam, avec des effets tout de malade. Ça va être bien, vous allez voir, la transition elle va être super. Je vous jure. En 2013, 8 chercheurs de divers ministères, universités et autres instituts se sont penchés sur la question: combien de requins sont pêchés chaque année? Et pour y répondre, ils ont compilé les données de la FAO, c'est-à-dire celles dont je vous parlais juste avant, mais aussi de la ZAUP, de la Sea Around Project, et ils sont parvenus à l'estimation qu'en 2000, environ 1,44 million de tonnes de requins étaient pêchés légalement ou illégalement. Et là, il y a comme qui dirait une couille d'un potage. Oui, j'utilise vraiment ce genre d'expression. En effet, si vous avez été attentif à ce que j'ai dit juste avant, ce que j'espère, parce que sinon ça va un peu dire que je me suis cassé le cul pour rien, vous devez remarquer qu'il y a quand même une sacrée différence entre les deux chiffres. Mais alors, d'où vient cette différence? Eh bien la réponse elle est toute simple. Alors que la FAO ne prend en compte que les captures déclarées, l'étude prend en compte également les estimations de captures non déclarées. Ce qui englobe un bien plus grand nombre de requins et ce qui donne donc cette fameuse différence de chiffres. Avec ces estimations, les chercheurs en sont arrivés à l'estimation qu'en 2000, entre 63 et 273 millions de requins étaient pêchés, avec une moyenne de 100 millions de requins. Il y a un autre chiffre qui est souvent donné, c'est celui qu'entre 26 et 73 millions de requins sont finés, si je puis dire, c'est-à-dire qu'ils subissent le finning, et cette estimation, qui vient d'une étude réalisée en 2006, a pour médiane 38 millions de requins. Pour le reste de la vidéo, on va dire que c'est entre 26 et 73 millions de requins qui ont été finés en 2000, et entre 63 et 273 millions de requins au total ont été pêchés en 2000 aussi. Ouais, bon, je vous l'accorde, à ce stade, c'est plus une fourchette, c'est un tractopelle. Ah, c'est marrant, ça, on rigole bien. Bah non, on rigole pas en fait. On va bientôt revenir sur la pêche, mais avant ça, petit tour d'horizon de ce que sont les Stylacimorpha, le nom scientifique finalement qui désigne les requins. Il y a un détail qui a toute son importance, c'est que tous les requins ont un régime alimentaire carnivore, et que par cela, la très grande majorité d'entre eux sont des prédateurs, et même pas mal d'entre eux sont des super prédateurs, c'est-à-dire des prédateurs au sommet de leur chaîne alimentaire. Je vous propose de mettre de côté leur régime alimentaire pour nous concentrer sur un détail qui a toute son importance dans cette vidéo, l'extinction des requins. Voyez-vous, les requins sont en danger. Depuis 1970, leur population, avec celle des raies, ont diminué de 71%, et de 1996 à 2010, soit en seulement 14 ans, le nombre d'espèces menacées est passé de 10 à 180, incluant 30 espèces en voie d'extinction. Cette diminution s'observe également sur les courbes de pêche. Un peu avant 1970, on observe une très forte augmentation des captures déclarées, avant que celles-ci n'atteignent un pic en 2000, pour commencer à redescendre et atteindre le niveau le plus bas depuis 1975 en 2019. Ce qui nous amène à nous poser une nouvelle question: les captures augmentent et les populations de requins diminuent. C'est bizarre un peu, non? En vrai, c'est chelou quand même. À ce stade de l'enquête, on ne peut pas vraiment se risquer à des conclusions trop hâtives, et je préfère mettre de côté en quelque sorte tous les articles qui disent clairement que la pêche requin est responsable de leur disparition, et me concentrer sur d'autres caractéristiques de ces requins. Il y a en effet une caractéristique commune à beaucoup de prédateurs dans le règne animal qu'on appelle le cycle K. Et ce cycle K, il signifie en gros que les parents des espèces ayant adopté cette stratégie vont plus se concentrer sur les soins apportés aux jeunes, tandis que les parents des espèces de cycle R vont plutôt miser leur succès évolutif sur une progéniture nombreuse, mais dont ils ne vont pas beaucoup s'occuper. Personne m'aime. Arrêtez de me filmer en train de pleurer. C'était quoi ça? Bon bref, ça veut aussi dire qu'un individu, une espèce de cycle biologique K, va avoir une maturité sexuelle tardive et peu de descendants, tandis qu'un individu de cycle biologique R va avoir une maturité sexuelle précoce et beaucoup de descendants, mais dont, encore une fois, ils ne vont pas beaucoup s'occuper, ou alors très peu. Personne m'aime. Je ne saurais pas vous expliquer, en étant sûr de ne pas dire de conneries, comment une espèce va choisir le cycle K ou le cycle R, mais en gros, à ce que j'ai compris, c'est lié aux besoins énergétiques des individus et aux disponibilités
énergétique de ces individus. Et il se trouve que les requins, étant des prédateurs, ayant des gros besoins énergétiques et ayant une forte compétitivité pour ces mêmes énergies, c'est assez logique finalement que beaucoup d'entre eux fassent partie du cycle, car ces caractéristiques rendent particulièrement vulnérables les populations de requins et sont en bonne partie les raisons de leur déclin. Chaque année, selon l'étude dont je vous parlais, entre 6,4 et 7,9% des populations mondiales de requins sont pêchées. Alors dit comme ça peut paraître pas grand chose, sauf que ce taux d'exploitation est supérieur au taux de rebond qui est fixé aux alentours de 4,9%. Vous avez compris ? Pas grave, j'ai prévu le coup. Petite expérience toute simple. Admettons qu'il y ait au total dans le monde 1000 requins répartis dans les espèces présentes dans l'étude. À présent, imaginez que pendant cette même année, on tue parmi ces 1000 requins 71 individus, qui est la moyenne de 64 et 79. Il reste alors 929 requins, et puisque le taux de rebond de leur population est de 4,9%, les populations de requins vont gagner 929 divisé par 100 fois 4,9, ce qui donne à peu près 46 individus. En bref, malgré le rebond des populations après une mortalité importante, les populations continuent de diminuer et passent de 1000 à 975, soit une perte de 2,5%. Le problème devrait apparaître alors assez clairement. Le taux d'exploitation étant tout simplement supérieur au taux de rebond, les populations diminuent. Si vous n'avez pas loupé vos cours de TVT en 4ème, vous savez que si on retire un prédateur, notamment n'importe quelle espèce, mais surtout un prédateur, d'un écosystème, il y a de fortes chances pour que celui-ci se casse la gueule. Autant vous dire qu'avec les requins, là où donc on retire de nombreux super prédateurs de leurs écosystèmes, comment dire, c'est pas ouf, c'est pas... les écosystèmes ils kiffent pas trop, hein. Bon, voilà quoi. Aussi, les niches écologiques étant libérées par les grands prédateurs que sont les Selekimorpha, les plus petits prédateurs, qu'on appelle aussi prédateurs moyens ou mésoprédateurs, voient leur population exploser. Ça va péter. Et les proies de ces mésoprédateurs, elles, diminuent. C'est par exemple ce qui arrive le long de la côte du KwaZulu-Natal, qu'on va appeler KN pour des raisons évidentes. Oui, donc comme je disais au KN, des pêcheurs se sont rendus compte lors de tournois de pêche récréative, oui ça existe, que les gros requins s'étaient raréfiés ainsi que les poissons osseux. Et 1000, je vous le donne en 1000, les... La pêche au requin, commerciale cette fois-ci, ayant fait se raréfier les requins des années 1955 à 1975, les plus petits et notamment les juvéniles n'ayant plus de prédateurs ont pu proliférer, raréfiant ainsi les populations de plus petits poissons dont ils se nourrissaient. Les adultes de requins sombres ou Carcharinus obscurus ont même fait du lieu une pouponnière, étant donné qu'il n'y avait plus de prédateurs de ces juvéniles. Autre exemple, la baie des requins en Australie. C'est quoi ça? D'où ça sort? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qui l'a mis là? Pourquoi? C'est pas possible en fait! En 2011 arrive la Niña, un phénomène climatique dramatique pour les océans du globe puisqu'il a provoqué une immense vague de chaleur, y compris dans la zone qui nous intéresse aujourd'hui, la baie des requins en Australie. Pendant 2 mois, les températures y ont augmenté d'entre 2 et 5 degrés, engendrant une perte catastrophique, jusqu'à 90% dans certaines zones, de l'espèce d'herbe marine Amphibolis antarctica, une herbe qu'on ne retrouve qu'en Australie et qui compose majoritairement ces herbiers marins. Une image vaut mieux qu'une explication, donc voilà, à gauche on a Amphibolis antarctica en bon état, où en gros elle kiffe sa mère, et à droite on a la même espèce après la vague de chaleur de 2011, envahie au passage par les algues tropicales qui normalement ne poussent pas dans ces zones, Alodus uninervis. Autant dire que là, elle est en train de douiller. Ah, j'ai mal, ah, j'ai mal, au secours, j'ai mal. Appelez le secours. Toutes ces conditions ont fait que de nombreuses populations animales se sont barrées, hein, voilà, elles sont parties, y compris les populations d'un animal que j'adore personnellement, les dugongs. Enfin bref, le fait que les dugongs et grosso merdo toutes les populations animales locales se soient barrées ont permis à plusieurs chercheurs de faire les dugongs.
Ouais bon, je sais, dit comme ça paraît pas ouf, mais en vrai, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait. En gros, c'est tout simple, pendant 16 mois, ils ont grâce aux connaissances sur l'alimentation et les quantités de nourriture recherchées par les dugongs, simulé le pâturage des dugongs sans prédation. Oui, car le but du coup de cette expérience n'était pas de faire le con avec sa truelle au fond des herbiers marins d'Australie, mais bien de mettre en évidence le rôle indirect des requins-tigres sur les herbiers marins d'Australie. En connaissant les habitudes alimentaires des dugongs en fonction de la précédente prédation, ils ont donc pu simuler le broutage des herbiers marins sans prédation, donc avec une recherche de nourriture de la part des dugongs, les chercheurs, beaucoup plus importante. Les résultats obtenus suggèrent que la perte de prédateurs peut réduire la résilience aux événements climatiques extrêmes en réduisant le risque de prédation pour les herbivores et en inhibant la récupération après une perturbation. C'était long, mais au moins ça vous a permis, j'espère, de mieux comprendre la situation, comment fonctionnent les requins et pourquoi la pêche est dangereuse pour eux. Déstabilisation des écosystèmes, empêchement de la résilience face aux événements climatiques, mise en danger des écosystèmes. On a fait un bon tour de ce que représente cette pratique pour l'écologie. Et là, vous pourriez me dire, c'est bon, on sait que cette pratique est mauvaise pour les écosystèmes, qu'elle n'est pas durable du fait de ses impacts. Donc vas-y, donne-nous les solutions pour combattre la pêche aux requins et arrête de nous les briser. Eh bien, figure-toi que je vais te répondre. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu de patience et de fermer ta... Alors oui, effectivement, va falloir que t'attendes un peu, parce que dans la réalité, les choses ne sont pas si simples. Pourquoi personne n'en sait rien? Eh ben détrompe-toi mon petit Sarko. Depuis le début de la vidéo, je ne fais pas vraiment de différence entre pêche aux élans de requin et pêche aux requins. Même si j'ai expliqué en quoi ce n'est pas la même chose, j'ai un peu tout mis dans le même sac. Pourtant là, va falloir que je la fasse la différence. Et vous allez comprendre pourquoi plus tard dans la vidéo. Voilà, petite astuce pour le watch time, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. En fait, le seul argument des profiling, c'est qu'il rapporte de l'argent au pays dans lequel il est autorisé et également aux personnes qui le pratiquent. L'économie locale, tout ça, on connaît. Mettre en place des politiques d'interdiction est considéré comme trop coûteux, ce qui contribue à freiner cette interdiction. Pour le déconstruire, il faudrait qu'on étudie en détail le marché des requins, et pas seulement d'ailerons ou même de viande de requin, mais bien de produits contenant du requin. Et il faudrait aussi étudier les autres moyens pour un pays de se faire de l'argent avec des requins sans les tuer. Or, pour faire ça correctement, il faudrait que la vidéo fasse au moins 10-15 minutes de plus, et c'est trop long. Ça fait combien de temps? Trop longtemps. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Donc à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça pour la prochaine vidéo, et en attendant, on va continuer de parler un petit peu de la pêche aux ailerons de requin. Souvenez-vous, en début de vidéo, je vous ai expliqué la différence entre shark finning et pêche aux ailerons, même si en soi le shark finning, ça fait partie de la pêche aux ailerons. Et bien là, c'est précisément de ça dont on va parler. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que pêcher des requins et leur découper les ailerons sur terre, ou pêcher des requins et leur découper les ailerons directement dans l'eau, c'est quand même assez proche. En plus, un point souvent mis en avant par les organisations dénonçant le shark finning, c'est que celui-ci présente un énorme gâchis de requins. On estime en effet que lors de cette pratique, seul 6,4% en moyenne de la masse totale du requin est récupérée. Or, ce gâchis, il existe aussi avec la découpe des ailerons. Pareil pour la mise en danger des écosystèmes. Le shark finning a beau représenter la majorité des captures de requins, il n'en représente pas la totalité et il déclare que toute forme de pêche aux requins, au stade où on en est, met en danger les requins. Les seules différences, ce serait éventuellement d'un point de vue éthique. Les requins sont a priori morts quand ils sont découpés lors des découpes d'ailerons non shark finning, ce qui peut potentiellement réduire un peu leur souffrance et leur éviter de mourir noyés ou dévorés vivants par d'autres prédateurs, et aussi d'un point de vue rentabilité. Comme on l'a vu, le shark finning permet de récolter plus d'ailerons et donc d'accroître des bénéfices. Du coup, je pense que dit comme ça peut paraître insignifiant, mais en vrai ça reste problématique et je vais vous expliquer pourquoi. Tenez, regardez ce screen issu d'un rapport publié par l'UICN et le SSG, le Shark Specialist Group. Deux principales formes d'interdiction du finning sont généralement utilisées. La plus simple exige que les carcasses de requins soient débarquées avec les ailerons attachés naturellement. La possession d'ailerons détachés à bord des navires est un délit. Cette forme de réglementation est simple, applicable et permet d'extraire le maximum de données scientifiques à partir des débarquements. Sauf que, en voulant interdire uniquement le shark finning, il propose une solution qui occulte la découpe des ailerons hors shark finning, qui comme on sait est une source de gâchis énorme, et qui, si elle était généralisée comme l'est le finning actuellement, ce qui aurait de fortes chances d'arriver si le finning venait à être interdit, menacerait tout autant les populations de Selekimorpha.
En résumé, les requins, ou Selachimorpha, ont un rôle écologique de première importance du fait de leur statut de prédateurs, souvent super prédateurs. Ils permettent les équilibres des écosystèmes marins, comme les herbiers marins, par exemple, la santé des océans étant une condition nécessaire à notre survie, à nous les humains. Autant dire que si on continue, comme on le fait actuellement, à les mettre à mal par la pêche aux requins, ça risque d'être un peu chaud niveau pêche, niveau oxygène. Ça risque d'être un peu compliqué. Shark finning et découpe d'ailerons à terre, au moins ces deux-là mettent clairement en danger les écosystèmes marins et sont à interdire. Tout simplement. Maintenant, il reste à savoir quelles seraient les solutions viables pour bannir ces deux pratiques sans pour autant mettre à mal les pêcheurs et l'économie des pays dans lesquels c'est encore autorisé. Et ça, ça tombe bien, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Dernier truc, histoire de conclure cette séquence qui est elle-même une conclusion à la vidéo, il y a un gros souci dans la définition elle-même du shark finning qui permet de passer à côté de pratiques tout aussi néfastes pour les océans mais juste un peu moins rentables. Bon, et voilà, ça y est, elle est sortie cette vidéo finalement. Merci à tous ceux qui l'auront regardé, ça fait super plaisir. Et pour le reste, vous devez savoir ce que vous avez à faire. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, donc à faire. Et vous pouvez même partager les vidéos, soyons fous. Et vous aussi laissez un commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Tant qu'il est constructif, ça m'intéresse.